qu'on a maintenant une présentation, je pense, à deux acteurs, Mehdi Bala et David Herrera Martí. Donc, le titre, c'est Vérification d'avantages quantiques dans la théorie des jeux. Donc, Mehdi Bala, il est chargé de recherche en informatique au CNRS et aux ligues depuis 2006. Donc, sa spécialité, c'est les algorithmes quantiques. Donc, c'est vraiment le sujet du jour. Et puis, il a beaucoup travaillé également sur les aspects code quantique. Et il est responsable donc de la partie informatique du projet dont on a parlé tout à l'heure avec Alexia, qui s'appelle Quantum Engineering Grenoble. Voilà. Je te laisse la parole. Donc, bonjour. Merci pour la présentation. Je vais vous parler de vérification d'avantages quantiques dans la théorie des jeux avec la QLM d'Atos. Donc, l'idée, c'est un résultat récent en informatique quantique qui a été développé avec des gens de Gdansk et d'Irlande et Angleterre. Et on a essayé de l'implémenter avec la machine d'Atos. Donc, c'est quoi la théorie des jeux? On a un ensemble d'acteurs finis. Ils ont des types différents. Ils vont chacun avoir une action. Et le comportement global, ils vont avoir un résultat, une utilité, qui dépend du comportement global. Chacun va agir sans se concerter, sans communiquer avec les autres. Et le résultant de l'action globale génère une utilité pour chacun. Un exemple, c'est on a un réseau routier, il y a plusieurs conducteurs et chacun veut prendre son chemin. En fonction des choix de chacun, il y aura plus ou moins d'embouteillage et du coup, j'aurai un coût qui dépend pas seulement de mon choix du chemin, mais aussi du choix des autres acteurs. Donc, un point clé, c'est l'équilibre de Nash. Donc, chaque acteur, il a une stratégie qui lui permet de décider de l'action qu'il va prendre. Et on dit qu'une solution est un équilibre si aucun acteur n'a intérêt à dévier sa stratégie. C'est-à-dire que mon utilité baisse si tout le monde garde sa stratégie et que moi, je change ma stratégie. Et ce qui est appelé le social welfare ou bien-être social, c'est l'utilité moyenne dans une situation d'équilibre. C'est-à-dire on regarde une situation d'équilibre et on va regarder ce que tous les acteurs ont comme utilité et on prend la somme ou la moyenne. On appelle ça le bien-être social. Cet équilibre est intéressant, tout le monde en tire profit. Donc on peut étendre le cas le plus simple où les acteurs décident tout seuls à des cas un peu plus généraux, ou par exemple les cas où les joueurs ont accès à des variables aléatoires cachées ou à des conseils, c'est-à-dire que quelqu'un va leur donner un conseil, ils peuvent suivre ou pas suivre. Et on peut se restreindre à une famille. Il existe une famille qui est étudiée, c'est des conseils qui respectent la privacy, la confidentialité. C'est-à-dire que je conduis un fourgon blindé, je demande mon chemin à Mappy, je ne veux pas que quelqu'un d'autre, en demandant une information à Mappy, sache et une information sur la question que moi j'ai demandée. Donc je veux que la réponse, celui qui donne du conseil en le donnant aux autres, ne trahit pas les questions que les autres lui ont posées. Et donc on va avoir une famille d'équilibres qu'on peut obtenir quantiquement, qui sont entre les équilibres corrélés, ce qu'on peut obtenir avec des aléas communs, où les acteurs prennent des choix en regardant des dés aléatoires partagés, et les belief invariants, ceux qui respectent la confidentialité. Donc, pour moi, je viens de la théorie. Donc, pour moi, un état quantique, c'est juste une matrice de densité. C'est une matrice positive de trace 1. Et une famille, c'est une mesure, c'est-à-dire une manière d'accéder à l'information classique à partir d'un système. C'est une famille de matrices positives qui somme à l'identité. Donc, à partir d'une mesure, on va avoir une probabilité qu'on peut calculer en fonction de la matrice de mesure et de l'état qu'on mesure. Et quand on a plusieurs acteurs, on a une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire en fonction de la mesure que chacun a choisi de faire, en fonction de chacun des mesures, on va avoir un résultat différent. Donc, on va avoir une probabilité d'avoir des résultats S1 jusqu'à Sn en fonction des mesures qu'ils ont fait R1 jusqu'à Rn, que je peux calculer mathématiquement de manière propre en fonction de chacune des matrices des mesures. Donc, l'informatique quantique me donne une manière de calculer cette corrélation. Et ces corrélations ne sont pas faciles à obtenir en classique. On ne peut pas les obtenir en classique. Donc, le lien entre l'informatique quantique et la théorie du jeu, c'est une observation qui date de 2016, qui était que, en fait, pour certaines situations, ils ont regardé par exemple l'équilibre, la situation du dilemme des prisonniers, on peut utiliser des équilibres quantiques et on peut améliorer
le bien-être social. C'est-à-dire on peut obtenir de meilleurs équilibres si on utilise des ressources quantiques comme conseil. Et il y avait des questions, c'était est-ce que en général les jeux non locaux, qui sont très connus en informatique quantique, peuvent être adaptés pour définir des jeux avec des intérêts divergents, c'est-à-dire des jeux tels qu'on les a définis là, et à quel point le quantique peut être utile, quel est l'avantage ou à quel point on peut gagner par rapport aux situations classiques. Et donc nous, on avait défini avant des jeux non locaux. C'est simple, c'est-à-dire qu'on va définir des états quantiques à partir de graphes. On a une structure combinatoire qui est un graphe. Je vais passer assez vite, mais à partir d'un graphe, on va définir un état quantique, qui est un projecteur qui est caractérisé par la description de l'état est contenue dans le graphe. Un graphe, ça me donne un état. Et on va regarder deux types de mesures, des mesures suivant Z et des mesures suivant X, donc qui sont aussi juste des matrices qui se somment à l'identité. Donc c'est des mesures valides dans le cas quantique. Et donc on va regarder, qu'est-ce qui se passe quand on mesure cette famille particulière d'états quantiques avec un choix pour chacun des sommets de soit Z mesure, soit X mesure. Et on avait défini des jeux non locaux, c'est-à-dire on avait montré que n'importe quel graphe me permet d'obtenir un système de corrélation quantique qui est utile, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir un jeu où on ne peut pas gagner classiquement et on peut gagner quantiquement, en termes là de jeux non locaux. L'idée, elle consiste à définir, on va regarder sur un exemple, ça va être plus simple. On va regarder, le graphe qu'on va regarder, c'est le C5, c'est-à-dire un graphe, un cycle à 5 sommets, et on va avoir 5 types de questions, un à tout le monde, un à un joueur et 0 à les autres. Et en fonction de ces questions-là, on va regarder pour chaque question, il va y avoir des personnes impliquées dans la question, et on va demander que la somme des modulo 2 de leurs réponses ait une certaine parité. Donc, ce jeu est fabriqué à partir des corrélations observées de manière déterministe sur l'état graphe généré à partir de ça. Je sais qu'il existe un état quantique que je sais fabriquer, et quand on le mesure, suivant les bases Z quand c'est 0, X suivant 1, je vais obtenir des corrélations qui, de manière déterministe, vérifient ses propriétés. Donc, je peux prendre la situation inverse. Au lieu de je prends des corrélations qui vérifient cette propriété, je dis voilà les règles du jeu. Est-ce que c'est possible de gagner ou pas? Et en fait, on appelle ça de jeu de pseudo-télépathie parce que ce n'est pas possible de gagner de manière parfaite classiquement à ce jeu-là. C'est-à-dire si on a 6 acteurs qui agissent de manière indépendante, quel que soit leur comportement, c'est assez facile de voir qu'ils ne peuvent pas gagner tout le temps à ce jeu-là. C'est-à-dire, c'est la traduction des scénarios de non-localité. C'est-à-dire que quand l'observation est assez simple, si on somme ce qui se passe sur les colonnes, chaque joueur il aura 2 fois l'action 1, 2 fois l'action 0. Et donc, la somme des résultants devrait être paire, alors que là, c'est impair. Et pourtant, cette corrélation, elle est faisable quantiquement. Maintenant, pourquoi ça nous aide et comment on peut passer à des jeux avec des conflits d'intérêts? On va payer les joueurs en fonction de leurs réponses. C'est-à-dire qu'on va dire 0 si les joueurs perdent, et au lieu de les payer la même chose, on va les payer 1, on va les payer plus s'ils ont gagné et répondu 1. Donc, dans le cas quantique, la réponse est un dé aléatoire dans la stratégie de pseudo-télépathie de jeu non local, donc on gagne tout le temps 1,5. Dans le cas classique, on peut calculer ce qui se passe pour gagner à ce jeu-là, et on obtient des équilibres de Nash. À chacun des équilibres de Nash correspond à des conseils qui ont été tirés à partir d'une certaine stratégie, par exemple c'est le note, c'est l'identité, et ils génèrent un bien-être social, un social welfare, qu'on peut calculer pour les différents équilibres. Et donc, on obtient déjà une séparation, on vérifie que pour ce jeu-là, comme pour les jeux qui étaient proposés en 2016, on obtient c'est un scénario où on a un meilleur bien-être social avec des conseils quantiques qu'avec des conseils classiques. On peut aller plus loin, on peut symétriser le process, c'est-à-dire qu'on peut modifier le jeu en mettant des 1 en utilisant les personnes non impliquées dans les questions, et on obtient une situation où chaque personne reçoit comme conseil un dé, c'est-à-dire et chaque personne est impliquée de la même manière qu'elle est 0 ou 1. C'est-à-dire la probabilité d'être impliquée pour la personne, elle ne dépend pas de son conseil. Son conseil, vu localement, est un dé. La stratégie quantique fait que chacun répond un dé. Et pourtant, la stratégie quantique gagne parfaitement. Et on est encore séparé de la situation classique pour ce jeu modifié qui a été symétrisé.
Donc, on voit bien qu'on peut avoir un meilleur social welfare en utilisant des ressources quantiques, et ça peut être adapté à partir des jeux non locaux, donc à partir de n'importe quel graphe, on peut générer un scénario où le quantique aide. Et le point clé, c'est que c'est très compliqué d'analyser ce qui se passe de manière répétée en théorie pour un système quantique. C'est-à-dire que si j'ai le même joueur qui joue plusieurs fois, on ne connaît pas. Mais récemment, il y a eu des résultats sur un système de répétition parallèle distribuée. C'est-à-dire qu'on va faire jouer plusieurs joueurs en parallèle à des instances indépendantes. Et là, on sait dire des choses. Et du coup, on a pu utiliser ces résultats pour dire que si je fais jouer plusieurs groupes en parallèle à des jeux avec des questions tirées indépendamment, on va avoir une séparation. On peut prouver que la séparation n'est pas limitée. C'est-à-dire que quelle que soit la séparation qu'on cherche, on peut définir un jeu ou une situation à log de 1 sur epsilon joueur où le quantique donne un avantage par rapport au classique de 1 sur epsilon. Donc, il n'y a pas de limitation théorique au bénéfice que le quantique peut donner par rapport au classique pour ce genre de truc. C'est aussi la réponse à la question qu'ils avaient demandé. Donc, on peut le voir comme communication, on peut le voir comme calcul, parce que, en fait, si on se dit que dans la pratique, tout le monde n'aura pas un système quantique partagé et les joueurs ne vont pas avoir chacun leur qubit intriqué, on peut faire le calcul localement et générer le conseil. C'est-à-dire que ce problème, il se marche aussi, et avec une source une source de confiance qui, elle, va utiliser sa ressource quantique pour générer un conseil. Et que le conseil généré en mesurant sa ressource quantique, il permet d'avoir des situations d'équilibre qui sont plus intéressantes que ceux qu'elle aurait eu avec des cas classiques. Et donc, oui, la suite, on peut demander si ça montre que le quantique peut aider beaucoup de manière non limitée par rapport au classique, c'est-à-dire c'est de la suprématie aussi. Mais la question est, est-ce que si on prend un problème réel, quel état quantique il faudrait mesurer pour y arriver? Et ça reste des questions ouvertes. Et une autre question, c'est à quel point ça réagit par rapport au bruit. Et là, par rapport au bruit, c'est David qui va regarder une implémentation avec la QLM du problème. Merci Mehdi. Donc c'est David qui poursuit. Donc David, il a obtenu son doctorat en calcul quantique à l'Imperial College London en 2012. Et ensuite, il a travaillé au Centre de technologie quantique de Singapour, à l'Université hébraïque de Jérusalem et finalement au CNRS où il a travaillé avec Alexia. Et depuis 2019, il est ingénieur en calcul quantique chez Atos. À toi la parole. D'accord. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est peut-être, avant de commencer, j'ai une petite remarque. Je vais faire une présentation en mode slide. J'étais censé en fait de lancer du code devant vous de manière interactive. Bon, il y a eu des problèmes de bande passante, donc bon, je vais vous présenter le même résultat, sauf que pas de manière interactive, ça sera bon, ce format-là. Donc, je vais m'appuyer sur ce qui a été présenté par Meli pour vous montrer comment on peut en fait utiliser la Atos QLM pour vérifier l'avantage quantique dans la théorie des jeux. Voilà, donc la Atos QLM, c'est la Atos Quantum Learning Machine qui est le premier produit dans une gamme de solutions quantiques. Atos soit commercialisé déjà ou vise à commercialiser dans le futur prochain. Donc, en fait, la définition exacte de la QLM dépend de qui l'utilise. Donc, pour quelqu'un qui s'intéresse à la dynamique quantique, à la simulation des systèmes quantiques, en fait, ça fournit plein de simulateurs assez poussés, d'algorithmes genre quantum Monte Carlo, Feynman Path Integral, Matrix Product States, ce genre de choses. Et bien sûr, on peut aussi faire de la simulation d'états purs, des états bruités. Après, si on s'intéresse plutôt, si l'utilisateur, c'est quelqu'un qui fait du dev quantique, donc quelqu'un qui s'intéresse en fait à lancer du code sur un QPU, un Quantum Processing Unit, la QLM fournit un environnement de programmation qui permettra en fait de bâtir un code de zéro avec plein de fonctionnalités, genre des débogages, de compilation qui respecte la connectivité des circuits. Et bon, en fait, c'est ce genre de choses qui sont très importantes avant de lancer le code dans une QPU vraie. Et finalement, en fait, si la personne qui l'utilise, c'est un expérimentaliste, donc la QLM permet de en fait, interfacer, c'est une espèce d'abstraction circuit qui s'accroche à l'architecture préférée, de sorte à ce qu'on pouvait en fait
qui interprétait la dynamique quantique comme une séquence de portes logiques. Donc, le premier pas pour cet exercice, ça sera de vous montrer comment on peut utiliser la QLM pour générer l'état ressource qui est très précieux, que c'est l'état de graph state, l'état graph qui génère, qui peut être utilisé pour atteindre cet avantage quantique. Donc, j'aurais lancé devant vous ces morceaux de code et j'aurais généré ce circuit ici, qui est le circuit que la QLM peut utiliser pour générer ces corrélations, enfin ces graph states, les 5 joueurs dont Mehdi vous a parlé avant. Il y a des choses qui sont apparentes ici pour quelqu'un avec un peu d'expérience, c'est que les portes ici, que vous voyez, les Hadamard, il y a des Hadamard qui vraiment ne servent à rien, parce qu'une Hadamard suivie d'une Hadamard, c'est l'identité. Et puis ensuite, à moins que l'architecture sous-jacente en fait soit en forme d'anneau, disons que cette porte, elle est vraiment très non locale, donc ça sera vraiment très difficile de faire parler le Qubit 0 au Qubit 4. Donc, quelque chose que je peux faire, par exemple, ça serait de demander au compilateur de la QLM, en fait, carrément d'enlever le porte qu'il pense, en fait, qui ne sert à rien. D'accord? C'est ça ce que je vous montre là. Il y a le porte Hadamard, ils ne sont plus là. Donc, quelque chose que je peux faire en plus, c'est de demander au compilateur de faire une compilation de circuits de sorte à transformer mon graphe un circuit qui respecte la connectivité de ma puce quantique. Et dans ce cas-là, la porte C-Note, elle a été transformée en une cascade de swap. Et bon, j'ai dit ça, bien entendu, je vous ai montré ça pour 5 qubits, mais ça marche aussi pour des circuits des centaines de qubits et des portes, des centaines, voire milliers de portes. C'est une structure récursive, donc pourvu que ça rentre en mémoire, c'est vraiment très efficace. Et bon, la deuxième étape, ce serait de vraiment implémenter les jeux non collaboratifs NCE01 qui vous a été décrit par Mehdi donc, tout à l'heure. Et bon, c'est ça, en fait, Mehdi pourrait se demander, en fait, est-ce que le jeu que j'ai décrit dans mon papier, est-ce qu'il est robuste contre le bruit ou pas? Donc, en fait, Mehdi et moi, on a codé ensemble cette fonction qui, en fait, implémente le jeu. Et on a vraiment vérifié que la stratégie implémentée dans la QLM, elle ressort les corrélations qu'on s'attendait à niveau théorique. Et ensuite, la question, ce qui est intéressant là maintenant, c'est de voir comment on peut faire une simulation de puces quantiques bruitées. Donc, avec la Atos QLM, c'est plutôt facile à faire. Donc, il y a plusieurs, je ne vous ai pas dit, mais vraiment, la Atos QLM permet d'instancier vraiment, j'ai envie de dire, presque type d'environnement, pourvu que ce ne soit pas non markovien. Il y a plusieurs manières, en fait, d'émuler un bain. Et même avec des bains de markovien, j'ai envie de dire qu'il y a aussi des possibilités de contournement possibles. Mais bon, rapidement, là, c'est très facile, en fait, à la QPU. Avant, je fais l'instanciation de la QPU ici. Vous voyez, de manière très simple. Pour une simulation bruitée, tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment récupérer un morceau de code qui était déjà précodé, et puis définir un modèle de hardware. Ici, je fais un modèle très facile, très simple, c'est pas vraiment très réaliste, mais c'est non plus pas très loin de la réalité. On peut envisager des architectures où les portes sont très bonnes. Et le paramètre dominant, en fait, c'est la relaxation, c'est la demi-vie d'un qubit. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'est, j'instancie un modèle de hardware où la relaxation des qubits, en fait, c'est 200 fois, par exemple, la durée d'une Hadamard. Et je relance l'expérience. Je ne vous ai pas montré la fonction parce que je n'aurais pas eu le temps en 10 minutes. Mais en gros, ce que je fais, je récupère un bien-être social de manière quantique qui est comparable, de 0,73, qui est comparable au bien-être classique. Donc, on commence à perdre en fait l'intérêt d'utiliser des corrélations quantiques. Donc, en gros, l'intérêt maintenant, c'est de en fait balayer toute une classe de valeurs pour T1 pour essayer de voir où l'intersection entre le quantum social welfare et le classical social, et la baseline classique, qui est la ligne bleue ici, où elle existe. Et on voit bien
que pour des valeurs de T1 qui sont au-delà de 200, par exemple, qui est tout à fait faisable avec l'architecture, plusieurs architectures disponibles, on voit qu'il y a un avantage net, en fait, d'utiliser des ressources quantiques. Là, la partie plus intéressante, c'est de voir si ce type de calcul peut être fait aussi dans un cas d'amplification. Donc, ça a été discuté par Mehdi. Donc, en fait, ce qu'on appelle le gap amplification, c'est le fait que le quantum social welfare, ça comprend à mesure qu'il y a plus de joueurs qui sont rajoutés au jeu. C'est des symétries des états graphes. Par contre, le bien-être social classique, ça décroît avec le nombre de joueurs. De sorte à ce qu'en fait, les gaps, la différence entre ces deux bien-être sociaux, en fait, ça s'incrémente, ça augmente. Et je fais une petite expérience avec 15 joueurs. Donc, ici, je vous montre les circuits que générerait les corrélations quantiques pertinentes. Et je vérifie qu'on récupère le quantum social welfare de 0,83. Donc, voilà, donc, tout va bien, c'est ce qu'on s'attendait en fait. Et ensuite, je fais la même simulation avec 15 joueurs bruités, ce qui veut dire, enfin, vous êtes au courant sûrement que ce n'est pas la même chose de simuler 15 joueurs dans un état pur, 15 qubits, que 15 qubits quand ça évolue de manière bruitée. Donc, on peut à peu près se dire que 15 qubits bruités, c'est de l'ordre de 30 qubits purs, et ça commence à être déjà hors la portée des ordinateurs, enfin des petites workstations. Et ça, c'est quelque chose qui s'était fait rapidement dans la QLM. Je ne vous ai pas dit, la QLM, on peut faire jusqu'à 41 qubits. Donc, voilà, le résultat, c'est que l'avantage quantique, en fait, il survit si les qubits ils sont suffisamment bons, donc au-delà des 350 fois la durée de Hadamard. C'était vraiment un petit exercice pour se rendre compte en fait du premier résultat pas trivial, enfin qui vient pas d'analyse numérique. Et voilà, c'est le premier exemple d'un bon cas d'usage de la QLM. Merci beaucoup.